On va traiter maintenant l'enzyme phosphatase alcaline. Les phosphatases alcalines, ou plutôt les phosphatases, sont des enzymes à très large spécificité, hydrolysant le radical phosphoryle porté par une liaison ester ou anhydre. Alors déjà, phosphatase, c'est l'enzyme qui élimine le phosphate, d'accord? À différencier de phosphorylase, l'enzyme qui donne le phosphate, qui phosphoryle. Bien, donc, ici, le phosphatase, l'exemple c'est la phosphatase alcaline, donc c'est une enzyme qui élimine, qui supprime le phosphate de l'extrémité 5' de l'ADN. D'accord? De l'extrémité 5' de l'ADN. Vous voyez ici, supposons R, donc ça représente l'ADN. On a ici, donc c'est l'extrémité 5' avec le groupement phosphate. En présence de phosphatase alcaline, en présence du zinc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a coupure de cette liaison-là, et donc on aura déphosphorylation. Vous voyez, donc on a l'ADN déphosphorylé au niveau de l'extrémité 5' et libération du groupement phosphate. On divise les phosphatases en plusieurs classes en fonction de leur pH optimum d'action. On a des phosphatases acides et des phosphatases alcalines. La réaction catalysée par les phosphatases est irréversible. D'accord? Si une fois réalisée, c'est fini. Il ne peut pas donc éliminer le phosphate et rephosphoryler. D'accord? Mais certaines phosphatases sont capables d'échanger le radical phosphate à partir de molécules plus riches en énergie, comme le pyrophosphate. La phosphatase alcaline du commerce est extraite de l'intestin de veau. Une unité d'enzyme catalyse l'hydrolyse d'une micromole de para-nitrophénylphosphate par minute à 37 degrés. La phosphatase alcaline est utilisée au laboratoire pour déphosphoryler les extrémités 5' des acides nucléiques. Alors, soit pour préparer un marquage en 5' par une polynucléotide kinase, c'est-à-dire on déphosphoryle l'ADN au niveau de l'extrémité 5', d'accord? Et puis après, on va faire agir le polynucléotide kinase avec un nucléotide marqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc le polynucléotide incorpore le nucléotide au niveau de l'extrémité 5' pour le marquage. Soit aussi pour empêcher la recircularisation d'un ADN circulaire linéaire, c'est-à-dire donc on fait agir la phosphatase au niveau de vecteur de clonage, le plasmide. Et tout ceci pour empêcher la recircularisation d'un ADN circulaire linéaire. Donc, lors du clonage, on a le plasmide, d'accord, qu'on va couper par exemple par l'enzyme EcoR1. Donc, ce qu'on obtient, on obtient un plasmide linéarisé avec les extrémités cohésives. D'accord? Alors, si on écho, ça va faire donc ici on coupe, on va dire que là c'est 5', 3', ici donc c'est 5', 3'. Donc, pareil, on veut cloner un fragment qui est coupé, d'accord, par même enzyme, l'enzyme de section EcoR1. Donc, vous avez vu lors du clonage, c'est lorsque on réalise le clonage et on ajoute la ligase, on a la première possibilité, c'est que l'insert va être inséré au niveau du plasmide, mais la deuxième possibilité, au niveau de mélange de ligation, on va avoir le plasmide qui va se recirculariser sur lui-même et ça donne donc le plasmide natif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut, lorsqu'on coupe l'ADN seul, l'ADN plasmidique, on ajoute la phosphatase alcaline.
Et qu'est-ce qu'il va faire la phosphatase alcaline? Il va éliminer le phosphate. Et à ce moment-là, au niveau de l'extrémité 5', et on aura, c'est l'extrémité 5' OH. Ici, donc, c'est l'extrémité OH. Bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la ligase, à ce moment-là, la ligase, il ne peut pas liguer les fragments d'ADN parce que la ligation, c'est important. Bien sûr, ces extrémités-là, surtout les brins sortants, ils sont compatibles, complémentaires. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y aura pas la ligation, la formation de la liaison 5' phosphate ici, et donc 5' phosphate. Par conséquent, on n'aura plus de plasmide recirculaire. Par contre, on aura l'insert de fragments. Pourquoi? Parce que ici, donc, ça, c'est l'extrémité 5' phosphate, et la ligase, qu'est-ce qu'il fait? Il colle l'extrémité 5' et ligue l'extrémité 5' phosphate avec 3'. Donc, il va liguer ça. Celui-là, ça marche. Et on va liguer ça avec celui-là. Et on aura donc un sexe. On attaque maintenant les polymérases. Ça, vous le savez déjà, vous avez vu ça avec le professeur Tahar. Les DNA polymérases sont des enzymes de noyau cellulaire qui agissent en phase S de cycle pour doubler systématiquement l'ensemble du génome diploïde. D'autres DNA polymérases interviennent dans la synthèse des amorces RNA-DNA. On a aussi d'autres polymérases qui interviennent dans la réplication du génome mitochondrial. Ça veut dire au niveau des mitochondries, donc on aura un ADN polymérase au niveau de l'AMD spécifique pour la réplication du génome mitochondrial. D'autres DNA polymérases sont impliqués aussi dans la réparation de l'ADN. Les DNA polymérases ou les ADN polymérases sont utilisés, ou plutôt ils utilisent comme substrat les TNTP, les désoxyribonucléotides triphosphate. A, C, DA, DC, DG, DT. Aussi, ils ont besoin des amorces d'ARN et de DNA synthétisées par une primase. C'est l'ARN polymérase capable de synthétiser un brin de l'ARN complémentaire d'un brin de DNA sur des nucléotides. Suivi d'une DNA polymérase alpha, c'est la polymérase qui prolonge l'amorce de RNA de 20 désoxynucléotides. Les DNA polymérases donc fabriquent de l'ADN à partir d'une matrice, à partir d'un modèle, qui est bien sûr, c'est le brin 3', 5'. Et on trouve trois activités chez ces enzymes-là. Premièrement, on a l'activité ou la fonction de polymérisation, que vous connaissez bien, c'est l'activité polymérase 5', 3'. N'est-ce pas? La synthèse de l'ADN se fait dans le sens 5', 3'. Deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction d'édition. C'est une fonction pour corriger et réparer les erreurs d'incorporation. Alors, on va trouver, premièrement, l'activité exonucléase 3', 5'. Hein? Alors, c'est une activité exonucléase qui hydrolyse le dernier nucléotide en 3' du brin synthétisé en cas d'erreur, en cas de mésappariement. C'est une activité de correction. Alors, donc, c'est une activité de correction, c'est que l'enzyme va corriger son erreur. Bien. Exemple, vous avez ici un brin, d'accord, un ADN. Alors, on peut, par exemple, ici, l'activité exonucléase 3', 5', c'est qu'il va commencer à dégrader à partir de l'extrémité 3', et voilà, on va avoir finalement des extrémités 3' 30, ou ce qu'on appelle aussi ces 3' récessives. Donc là, c'est une autre notion. Bien. Je donne ici donc l'exemple de mes appariements. Alors, supposons que là, on a un ADN, n'est-ce pas, 3', 5', que vous voyez ici, et l'ADN polymérase en train de faire la polymérisation, la synthèse de l'ADN, donc la réplication. Il arrive ici à ce niveau-là, le A, il faut incorporer T, mais au lieu d'incorporer T, il incorpore un C. Donc là, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enzyme, l'ADN polymérase qui est là, qui est en train de faire
la réplication, se rend compte qu'il a fait une erreur, et c'est l'activité exonucléase qui va fonctionner maintenant, d'accord? Il va digérer, hydrolyser le C, et il recommence la réplication, donc ça y est, il a éliminé le C, et puis il recommence la réplication. Voilà, bien sûr, il faut ajouter les DNTP, et la réplication continue normalement. Et donc là, on a un appariement qui est correct, suite à la correction de mise à appariement. L'activité exonucléaire 5'3', c'est l'activité, voilà, du côté 5'3', et on va avoir cette fois-ci des extrémités, hein, 5' rentrante, aussi 5' récessif. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ADN polymérase, vous pouvez lui donner l'ADN sans donner les DNTP, là, il va commencer à faire fonctionner son activité exonucléase 5'3'. Cette activité, c'est une activité de réparation. Il va réparer des erreurs qui sont commises par d'autres facteurs. Alors, exemple, on a un ADN et supposons qu'à ce niveau-là, on a deux liaisons, deux thymines adjacents, thymine, sur un brin à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer? Sous l'action des UV, on va avoir formation des dimères. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une endonucléase, une enzyme qui va couper à ce niveau-là. D'accord? Et par la suite, donc, on va avoir l'ADN polymérase qui va exercer l'activité de réparation. Il va éliminer donc, ce petit brin. Il commence par éliminer donc, l'extrémité 5' de ce niveau-là. Voilà. Et après, donc, il va recommencer la réplication. Et comme ça, donc, on a un ADN qui est corrigé. Vous voyez ici, un ADN corrigé. Donc, toutes les DNA polymérases exigent la présence de l'ion magnésium. Les DNA polymérases ont besoin d'une amorce, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est une amorce, c'est-à-dire une extrémité 3' rentrante, pour initier la réaction de polymérisation. La majorité fonctionne en milieu alcalin et leur température optimale d'action se situe entre 20 et 40 degrés Celsius. D'accord? Cependant, attention, maintenant on a des DNA polymérases qui fonctionnent à des températures élevées, même à 90 degrés Celsius. C'est l'exemple de l'attaque polymérase. C'est une enzyme qui a été isolée à partir d'une bactérie thermorésistante qui est Thermus aquaticus. Alors vous avez ici l'ADN polymérase 1 d'Escherichia coli qui a une taille de 109 poids moléculaires en kilodalton. D'accord? Il possède deux activités, son pH optimum c'est à 7,4. On a le fragment cléno d'Escherichia coli aussi, qui a une activité polymérase, n'est-ce pas? Mais il lui manque l'activité 5'3'. La T4 DNA polymérase, c'est une DNA polymérase du phage T4. Poids moléculaire 114 kilodalton, n'a pas d'activité 5'3', mais il possède l'activité 3'5', l'activité de correction. La T7 DNA polymérase, c'est la séquinase, 92 kilodalton. Il ne possède pas les deux activités, 3', 5' et 5'. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette ADN polymérase? C'est qu'il va commettre pas mal d'erreurs lors de la réplication, puisqu'il n'a pas cette activité de correction. L'attaque DNA polymérase, c'est une DNA polymérase de 94, ne possède pas les deux activités exonucléases. Et nous avons aussi la reverse transcriptase. Reverse transcriptase, c'est l'enzyme qui synthétise l'ADN à partir de l'ADN, de l'ARN, d'accord? Puis après, pour synthétiser donc l'ADN complémentaire. Bien. Alors le fragment de Colonel, c'est un fragment qui est issu d'une digestion de l'ADN polymérase 1 d'Escherichia coli par une protéase, la subtilisine, et ça donne deux fragments.
il donne 2 polypeptides. D'accord? La digestion va donner 2 polypeptides. On a donc le fragment de Cléno de 67 kilodalton qui possède encore les 2 activités catalytiques, la polymérase et 3'5 hexanucléase. Par contre, l'autre partie, donc ça veut dire que l'activité 5'3' est portée par l'autre fragment, qui ne nous intéresse pas. La réaction est la même que celle de l'ADN polymérase. Les conditions de milieu et la vitesse de réaction sont les mêmes que celles de l'enzyme entière. Les fragments de cloné peuvent être utilisés pour synthétiser le deuxième brin à partir d'un ADN simple brin et d'une amorce, n'est-ce pas? Donc, voilà. Le fragment cléno est utilisé au laboratoire pour la synthèse du deuxième brin complémentaire d'un cDNA. Donc, on va voir, donc, c'est lorsqu'on veut obtenir l'ADN complémentaire. Je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo. Pour synthétiser le cDNA à partir des ARN messagers, surtout les ARN messagers eucaryotes. D'accord? Donc, on utilise la RT, donc la reverse transcriptase. À partir de l'ARN messager, on aura un brin d'ADN et on va utiliser donc le fragment cléno qui va synthétiser le deuxième brin de l'ADN pour obtenir à la fin un ADN complémentaire. Voilà. Donc, on a la reverse transcriptase en ARN messager, la reverse transcriptase qui va donner donc le brin d'ADN complémentaire à l'ARN messager, ça complémentaire à l'ARN messager. Puis après, on a le fragment cléno qui va donc à partir de là commencer, pardon, à partir de l'ADN, il va utiliser ça comme amorce, il va commencer à synthétiser le brin d'ADN complémentaire et on aura donc ce qu'on appelle l'ADN complémentaire ou le cDNA. Qu'on clone, par exemple dans le cas du gène de l'insuline, des hormones de croissance, on fabrique les ADN complémentaires pour les cloner ensuite. Le marquage des extrémités, donc on peut utiliser aussi le cléno pour marquer les extrémités 3' rentrantes des ADN double brin. Vous voyez? Donc tout simplement, vous avez ici une extrémité 3' rentrante. Donc 3' va être utilisé comme amorce. On ajoute le clono, on ajoute les DNTP marqués et donc incorporation des nucléotides marqués. On aura donc un ADN qui est marqué, soit par fluorescence ou par radioactivité. Le marquage de DNA par la technique des amorces aléatoires, donc ça aussi c'est une technique. Le séquençage de DNA par la technique des DNTP, ce sont les désoxynucléotides qui sont des terminateurs de la réplication. Donc, ça aussi, on peut utiliser le fragment cléno. L'attaque polymérase, rapidement. On a une bactérie qui s'appelle Thermus aquaticus. C'est une bactérie thermophile des sources chaudes du parc de Yellowstone, Californie. Ces enzymes sont thermorésistantes, dont une DNA polymérase. Puisque la bactérie est thermorésistante, donc toutes les protéines vont être thermorésistantes, y compris la DNA polymérase. Et on l'appelle TAC polymérase, qui est résistante à l'ébullition et active entre 75 jusqu'à 94 degrés Celsius. Alors, l'attaque polymérase est dépourvue d'activité d'édition 5' hexanucléase 5'3' et 3'5'. Alors, ce qui fait que l'attaque polymérase est responsable de nombreux mésappariements, de l'ordre de 1. Donc, il va faire une erreur tous les 100 paires de bases incorporées. La fréquence d'erreur, donc, c'est 10 puissance moins 2. L'attaque polymérase est inhibée par les ions phosphate. Et l'attaque polymérase, c'est l'enzyme, c'est l'ADN polymérase qu'on utilise dans la technique PCR. Alors, et voilà. Donc, la technique PCR, c'est la réaction de polymérisation en chaîne qui permet l'amplification des fragments d'ADN. Alors, supposons que j'ai ici un fragment d'ADN, eh bien, je veux amplifier ce morceau-là, entre là et là. Je veux amplifier ce fragment-là. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut choisir des amorces.
Ça, c'est la première des choses. Alors, premièrement, on va prendre première amorce. Voilà. Donc, on va prendre exactement cette séquence-là, de ce côté-là, donc 5', 3'. On va prendre la séquence de ce brin-là. Et c'est ce qu'on va utiliser comme amorce. Donc, on va avoir un petit fragment, double brin d'ADN, de cette séquence qui a cette séquence-là, à ce niveau-là. On va prendre le deuxième amorce, mais cette fois-ci sur l'autre brin, 5', 3', et on va prendre la même chose, cette séquence-là. On aura donc un petit fragment, à peu près de 20 nucléotides, qui a la même séquence que ce brin-là. Donc, on va voir deux amorces. Donc, la première étape de la PCR, c'est la dénaturation à 94. À la température 94, 90, 94. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux brins, ils sont dénaturés. D'accord? Alors, déjà, le mélange réactionnel, c'est qu'on va mettre le fragment d'ADN amplifié, on va mettre l'attaque polymérase, le tampon pour que ça marche, et on va mettre aussi les, les amorces. Tout ça dans un tube Eppendorf, plus bien sûr, lorsqu'on dit le tampon, plus tout ce qu'il contient comme ingrédient pour qu'il y ait polymérisation. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les DNTP, hein, les DNTP comme substrat. Ça, c'est la dénaturation. Deuxième étape, c'est l'hybridation. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque ces amorces-là sont de petite taille, ils sont là, dans le milieu, et bien donc ils vont s'hybrider avec leurs complémentaires. Donc, puisque cette amorce-là, c'est cette séquence, c'est la même séquence que celle-là. D'accord? Donc, il va s'hybrider avec le brin 3'. D'accord? Et donc, l'amorce qu'on a choisie de ce côté-là, donc c'est la même séquence que ce brin 5', donc il va s'hybrider avec le brin, celui-là, donc avec le brin 5', 3'. Et voilà. Donc, on a ça qui s'hybride avec son complémentaire et l'autre amorce qui s'hybride avec son complémentaire, donc le brin 3'. Température. Alors, l'hybridation, on le fait à 55 degrés. Après, pendant 30 secondes. Après, on va réaliser donc l'élongation en augmentant la température à 72 degrés. Et donc, à ce moment, l'attaque polymérase va réaliser la réplication, puisque ici, donc, c'est 5', 3', amorce, réplication, 3', réplication. Et donc, on aura un ADN et le deuxième ADN. Vous voyez, donc, à partir d'une molécule d'ADN, on a deux. Ça, c'est le premier cycle de la PCR. Donc, on va voir en détail maintenant. Vous avez la planche. C'est que vous avez, n'est-ce pas, un fragment d'ADN. Je veux amplifier donc cette région-là. Donc, je vais choisir les amorces. D'accord? Donc, je prends un amorce ici. Je prends cette séquence. Je prends une amorce à ce niveau-là. Une amorce. Et après, donc, on réalise la dénaturation à 94 pendant 30 secondes. Donc, les deux brins se dénaturent. Voilà, avec les amorces d'ADN oligonucléotidiques. Après, on réalise l'hybridation à 55 degrés pendant 30 secondes. Les amorces s'hybrident avec leur complémentaire, que la séquence complémentaire. Et après l'élongation, pendant 1 minute, et qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura élongation, élongation, polymérisation, réplication, tout ce que vous voulez. Et on obtient donc, voilà, à partir d'une molécule d'ADN, deux molécules d'ADN. Ça, c'est le premier cycle. On va faire le deuxième cycle, donc, de la même manière. Dénaturation, hybridation, élongation. Et on va voir, cette fois-ci, c'est le deuxième cycle de la PCR. Vous voyez donc, deuxième cycle, on a deux fragments d'ADN. On obtient 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc, c'est une réplication qui va être exponentielle. On a un fragment, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Donc, ça permet d'amplifier, vraiment en grande quantité, le fragment d'intérêt.
La reverse transcriptase, donc la transcriptase reverse sont des DNA polymérases qui peuvent synthétiser un brin d'ADN complémentaire, donc en prenant un ARN comme matrice pour former un hybride ADN-ARN. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Les transcriptases reverses sont produites par des cellules infectées par des rétrovirus, virus ARN, qui font synthétiser un ADN complémentaire par la cellule hôte afin de permettre leur réplication. En fait, donc, cette transcriptase reverse, on va trouver chez les virus à ARN. Et effectivement, ils ont besoin de ça. Lorsqu'ils infectent une cellule hôte, à ce moment-là, leur ADN, leur transcriptase reverse va transcrire le brin d'ADN à partir de l'ARN pour donner finalement un ADN cDNA qui va être soit incorporé au niveau de la cellule hôte, dans le cas par exemple de certains virus. La transcriptase reverse est utilisée pour l'étude des ARN. Voilà, donc synthèse de brin d'ADN. Donc, ARN polymérase, donc, c'est lui qui réalise la transcription. Ça, c'est une ARN polymérase, c'est la transcription. À partir de l'ADN, on va avoir l'ARN messager. Donc, ça, vous voyez, les ARN polymérases sont des enzymes essentielles au cycle de la cellule. Le poly-A polymérase. Déjà, poly-A, c'est l'enzyme responsable de la polyadénylation du transcrit ARN chez les eucaryotes. On a ici un ARN transcrit. Et qu'est-ce qui va se passer? On ajoute la poly-A polymérase, eh bien, il va ajouter les nucléotides à l'extrémité, vous voyez, à l'extrémité 3', à ce niveau-là. Et donc, si on lui donne l'ATP, eh bien, il va ajouter ATP, A. On aura donc, ça, c'est ce qu'on appelle un poly-A. C'est la polyadénylation des ARN. L'extrémité 3' terminale du dernier exon de transcrit est d'abord coupée par une nucléase, environ 15 nucléotides, après la boîte de polyadénylisation. C'est la boîte qui signalise comme quoi il faut réaliser la coupure. Et après, une polymérase additionne les nucléotides à adénine, donc plusieurs centaines, pour construire ce qu'on appelle la queue poly-A, vers le cytoplasme. La réaction se fait sans matrice à partir de l'ATP et en présence de magnésium. Le pyrophosphate, PP, produit est hydrolysé aussi. Alors, la queue poly-A est indispensable à la sortie de l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme et protège donc l'ARN messager au cours de la traduction. Donc, c'est ce que je viens de dire. Par contre, si on a des ARN messagers qui sont désadénylés, qui ne possèdent pas le poly-A, ce sont donc des ARN messagers qui ne vont pas être traduits et seront rapidement digérés par les ribonucléases. Donc, ça vont être considérés comme des déchets, hein, puisque ça servira à rien. Ça va servir à rien et donc on va les digérer par les ARNases. Alors, ces deux activités, nucléase et polymérase, seraient catalysées par un même complexe multi-enzymatique, ce qu'on appelle poly-A polymérase ou polyadényl synthétase. Rapidement, donc ça c'est la technique de Southern blot. Une sonde nucléique. C'est une molécule d'ADN ou d'ARN marquée, complémentaire d'une séquence spécifique d'un génome. La sonde, donc, il est capable de s'hybrider et de marquer cette séquence pour permettre son identification ou son isolement. Par exemple, je prends le gène de l'insuline, je peux choisir au niveau de l'exon un petit morceau d'ADN et je vais l'utiliser comme sonde. Donc, je vais le marquer et je vais l'utiliser comme sonde pour détecter où j'ai le gène de l'insuline en cas d'une banque d'ADN, par exemple. Les oligonucléotides sont employés comme sondes parce qu'ils peuvent s'hybrider spécifiquement avec une séquence d'ADN dans un milieu biologique. Les sondes, lorsqu'ils sont marqués, on peut les marquer soit par des atomes radioactifs, soit par la biotine ou par des fluochromes. Et donc, s'ils sont marqués, donc les sondes vont être marquées et leur présence dans le milieu
va être suivi et détecté. Molécule de fluorochrome, toujours en 5' et par voie chimique. La révélation se fera par excitation du fluorochrome qui émettra une lumière mesurable à une longueur d'onde bien déterminée. Ah, c'est le cas où je marque par un fluorochrome. Alors, on va réaliser donc l'expérience. Alors, premièrement, on a, supposons que je veux détecter, par exemple, le gène de l'insuline. Donc, je veux utiliser une sonde marquée de l'insuline, au niveau d'un exon de l'insuline. Donc, premièrement, je prends l'ADN natif que je digère par une enzyme de restriction. Donc, je vais avoir plusieurs fragments, à peu près 10 puissance 5 fragments pour le DNA humain, le génome humain. Alors, après, je réalise une électrophorèse. Vous voyez ici, c'est une électrophorèse. Donc, on a les différents fragments qui ont migré selon leur taille. Et comme donc c'est un gel d'agarose, donc je ne peux pas travailler avec le gel d'agarose. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on va appeler, on va faire la technique de Sausenblock. Alors, premièrement, ça consiste à, ici, le gel, on va le mettre dans un tampon, on va traiter le gel par la soude. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura dénaturation de l'ADN. Donc, vous voyez ici, on a des fragments d'ADN, donc ils vont rester bien sûr, chaque bande à sa place, il va se dénaturer. Lorsqu'on ajoute, d'accord, on va avoir donc des fragments d'ADN dénaturés. Alors ensuite, ce qu'on va faire, et donc ça c'est pour faciliter la tâche, je vais utiliser un autre schéma. Ce qu'on va faire après, c'est que on va faire le transfert. Vous voyez ici, donc on va mettre un papier, ici un papier Wattman. On va mettre notre gel avec les différents fragments qui sont là. Donc le gel va se tromper. Voilà. On a notre gel. Après, on va mettre une membrane après, sur la membrane, on va mettre des papiers filtres. Et aussi, après, on va mettre ici un poids. Un poids. Donc, il y a pas mal de papiers absorbants sur lesquels on va déposer un poids. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a ici le tampon transfert. Donc, le tampon va passer à travers le papier filtre, vous voyez, et ça va mouiller cette région-là. Et sous l'action, bien sûr, de l'absorption, qu'est-ce qui va se passer? Le tampon va passer à travers le gel vers la membrane, puis vers les papiers filtres. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a le tampon qui traverse vers papier absorbant. Et à ce moment-là, l'ADN qui se trouve ici va être transféré sur notre membrane. Par exemple, une membrane de nitrocellulose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les différents fragments qui se trouvent sur le gel vont se trouver maintenant sur la membrane. La membrane avec laquelle je peux travailler. Alors, à ce moment-là, je prends la membrane, je la mets dans un tampon qui contient cette fois-ci la sonde radioactive. Et ici, donc, radioactif, qui est dénaturé aussi. Et ce qui se passe ici, on a au niveau du papier nitrocellulose, on a nos fragments qui sont dénaturés, simple bras. On ajoute euh, la sonde qui est marquée, la sonde par exemple de l'insuline. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La sonde va s'hybrider avec le fragment, ici, avec le fragment qui contient le gène de l'insuline, quelque part ici. Qu'est-ce qui se passe après? On va mettre la membrane, donc la membrane nitrocellulose, avec un film de radiographie. Donc ça, c'est ce que la sonde, on l'a marqué radioactivement. On laisse toute la nuit et le lendemain, on analyse, on révèle la radioactivité. On va constater que, voyez, on va constater que voilà, notre sonde a s'hybridé, par exemple, avec ce fragment-là. Ça veut dire que ce fragment-là, c'est le fragment qui contient notre gène de l'insuline. Voyez?
Voilà. Donc, c'est la technique de Southern Blot. Voilà, le cours est fini. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite bonne chance et bon courage.